Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Ira pas au tribunal arbitral du sport. Les Camerounais, après le coup de massue de vendredi 30 novembre, restent profondément divisés sur la question. Certains, comme Abdourahmane Baba Amadou, président d'Étoile Filante de Garoua et membre de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, pense que le recours à l'instance basée à Lausanne, en Suisse, reste conforme à l'article 55 des statuts de la Confédération africaine de football, dans ses alinéas 1 et 5. Il dit exactement ceci: la Confédération africaine de football autorise le recours au tribunal arbitral du sport, une juridiction arbitrale indépendante ayant son siège à Lausanne, pour tout différents opposant la Confédération africaine de football, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de match et les agents de joueurs licenciés. Il compte donc de ce fait attaquer la décision dite suicidaire de la Confédération africaine de football. D'autres par contre s'alignent derrière Ahmad pour penser que les carottes sont cuites et qu'au regard de la durée des procédures, la montagne risque d'accoucher d'une souris et créer un autre problème pour 2021. Retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, le tribunal arbitral du sport est-il la solution? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Retrait de la CAN 2019, le TAS est la solution. Pour en parler, je suis avec Maître Désiré Sikati. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les augustes téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois encore sur votre plateau. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais très impliqué dans la chose, on va le dire, footballistique. Oui, je suis très impliqué parce que je suis spécialiste des questions juridiques du sport, oui. Et précisément le football. D'ailleurs, dans le cadre du processus de normalisation de la Fédération camerounaise de football, je suis le rapporteur de la commission en charge de la rédaction des textes. Vous avez certainement constaté que par rapport aux années antérieures où il y avait beaucoup de brouhaha et de contestations sur le processus électoral conduit par la normalisation, cette fois-ci, on voit quand même que tous ceux qui s'agitaient beaucoup hier se sont calmés. Donc, ce qui veut dire que les textes qui sont rédigés par les membres d'une commission dont je fais partie sont des textes qui trouvent l'assentiment de la plus grande majorité des acteurs du football. Donc, je peux dire que je suis un expert du domaine du football. Je m'y connais suffisamment. Oui, parlant de textes, justement, vous savez, aujourd'hui, FAC, Association des clubs de football amateurs du Cameroun, s'est réunie à Yaoundé avec Henri Balaongolo et Abdourahmane Mamadou. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne vont pas soutenir un candidat, ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce processus. Mais je pense que pour la désignation d'un nouveau président de l'Afrique. Je pense que pour ceux qui regardent les choses avec un peu de distance et d'impartialité, ces personnes ont certainement constaté que les griefs qui y aient été reprochés à pratiquement la quasi-totalité des acteurs du football au comité de normalisation de M. Ona, que ces griefs-là n'existent pas aujourd'hui. Je me souviens d'ailleurs que Joseph-Antoine Bell, qui est actuellement candidat parce qu'il a annoncé sa candidature, lors du dernier processus de normalisation sur M. Ona, il n'avait pas pu être candidat parce que sa demande de candidature avait été rejetée. Je me souviens également qu'il y avait des contestations sur la présence de M. Tombi Aroko en tant que secrétaire général, alors qu'il était supposé être candidat, et d'ailleurs il est devenu président de l'Africafoot. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. D'ailleurs, pratiquement l'équipe de Tombi Aroko, qui régnait en maître sur le football camerounais hier, on voit très bien que cette équipe, elle est totalement à la touche. Donc avec ça, si l'on persiste à dire qu'il n'y a pas un véritable changement dans le football camerounais, je pense qu'on n'est pas totalement de bonne foi. Mais je peux expliquer l'attitude de M. Abdourahmane et consorts par le fait qu'en réalité, tous ceux qui
étaient les acteurs de ce football amateur contre le clan Tombi. Ceux-là aussi, leur groupe s'est divisé en deux groupes, en deux sous-groupes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une véritable bataille de leadership entre les différentes associations de défense du football amateur. Vous avez parlé tout à l'heure je pense de l'UCAF, c'est ça? Oui, de la CEFAR. De la CEFAR. Oui. Vous avez parlé de la CEFAR, mais je voudrais vous dire qu'à côté de la CEFAR, il y a l'UCAF, qui est également une excroissance de la CEFAC. Donc aujourd'hui, si on a les gens de la même famille qui sont en train de se battre parce qu'ils se sont rendus compte que il est possible de diriger la FECAFOOT, je ne pense pas que sur le biais de cela, on puisse dire que bon, le processus de normalisation ne marche pas. Si vous interviewez les gens dans la rue, franchement, avant c'était clair qu'il y avait une véritable conspiration contre les candidats qui étaient opposés à Tombi. Aujourd'hui, on voit quand même que les choses sont en train d'aller normalement. Maintenant, d'aucuns peuvent dire que le comité de normalisation fait des faveurs à un tel, c'est leur droit de le dire, mais dans la réalité, c'est pas ça, parce que le comité de normalisation ne vote pas. Le comité de normalisation a mis sur pied des textes qui sont équitables. Par exemple, j'étais l'autre jour observateur lorsqu'il y avait les élections auprès de la Ligue régionale du Centre. J'ai constaté, comme tout le monde, que les élections sont déroulées normalement. Voilà que, franchement, à la fin, en dépit, parce que, en fait, beaucoup de Camerounais sont rentrés dans ce que je peux appeler une sorte de querelle dont il devient difficile de s'en séparer. Voilà, Abdourahmane, par exemple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a énormément contribué à refaire le football camerounais tel qu'il se présente, mais quelque part, j'ai aussi l'impression que bon, il a gagné un peu en condescendance. On ne peut plus rien faire sans avoir son autorisation, je dirais pas son avis. Et sur ce plan-là, je suis pas tout à fait d'accord. Voilà, merci Maître Sikati pour cette virgule. C'est pas ça le débat aujourd'hui. Sur ce plateau, il y a un autre avocat, Maître Emmanuel Pensy. Bonsoir. Bonsoir Serge Allais et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox. Voilà, et c'est la question d'interprétation. On va rentrer un peu dans le domaine, le droit, dans le sport. Vous êtes à l'aise? Alors, je pense quand même que Sikati est un peu plus à l'aise que moi, puisque maintenant, vous savez bien que je suis plongé dans la politique. Oui. Et je dois d'ailleurs... Maître Sikati aussi, hein? Oui, mais je dois vous annoncer que la commission marketing et communication du président est devenue permanente au niveau du parti depuis que ça a été annoncé, parce que c'est quoi, parce que vous avez fait... Oui, je pense que le travail a été bien fait, même s'il n'est pas... On attend encore le résultat. J'allais dire qu'on puisse en tirer quelques petits avantages, mais nous sommes contents de ce qui se passe. Et compte tenu de cette actualité aujourd'hui, c'est une actualité éminemment politique. Elle est d'autant plus politique que le président de la République avait déclaré que, c'est-à-dire, il prenait sur lui en disant que la CAN aura lieu. Il s'était engagé, vous avez vu les déclarations du ministre Bidoukwat, et que ceux qui étaient en charge de près ou de loin ont fait en sorte que ça ne marche pas. Parce que, au-delà de ce qui s'est passé, et on va en parler tout à l'heure, par la décision de la CAF, qui quand même nous renvoie à 2021, force est de constater que... C'est sûr? Oui, c'est sûr. Ça a été confirmé encore dans une déclaration qu'il vient de faire sur une autre chaîne, je vais dire Africa Media. Aujourd'hui, il a fait une déclaration en disant que nous aurons 2021 et que ce sera décalé en ce qui concerne la Côte d'Ivoire qui n'est pas prête. Ça, c'est une déclaration qu'il vient de faire et que j'ai d'ailleurs sur mon portable, que je vais tout à l'heure, que vous allez regarder. Donc, moi, je pense que ceux qui ont fait en sorte que le président de la République, sa parole, ne puisse pas être tenue, eh bien, il faudrait qu'on en tire des conséquences. Et compte tenu des surfacturations qui ont été faites à gauche et à droite, à ce moment-là, parce que c'est quand même l'argent des Camerounais, moi je suis fatigué de voir que des gens continuent toujours, malgré les arrestations, à continuer à faire des surfacturations et à voler l'argent des Camerounais. Et à ce moment-là, pour moi, c'était quelque chose d'intolérable. Et là, il faut sévir. Parce que sinon, le peuple camerounais ne comprendrait pas que ce soit comme ça. Il n'y a pas les infrastructures, les stades ne sont pas faits, les routes, etc. Il y a un réel problème sur un certain nombre de personnes qui croient qu'il faut s'approprier l'argent de l'effort des Camerounais qui sont en train de... C'est les Camerounais qui payent. Et là, c'est une affaire qui est très grave. Donc moi, je suis ici pour lancer un message, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va faire les travaux avant en mars 19. Non, ça, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est pour continuer à faire des gré à gré, à faire des surfacturations, à faire du mauvais travail. Et je vous assure, essayez d'aller à Yassa. Moi, pour mes enfants, mon ex en train de construire une maison, impossible d'y arriver. Au stade, vous allez faire comment?
Ce qui est en train de passer au Cameroun est quelque chose de grave. Oui, certes, le président Hamad avait fait des déclarations sur le Piron de Toudi. Mais pour le reste, qu'on ne dise pas que nous-mêmes, nous sommes des enfants voilà, merci. Dans le cadre de cette affaire. Le peuple est furieux, les Camerounais et moi également avec eux. Ok, merci. Sur ce plateau, Emmanuel Mahop, bonsoir. Bonsoir Serge, c'est un honneur que vous me faites, mais j'ai envie de dire que vous allez m'amener à faire mon concours d'avocat parce que tellement je suis entouré des membres importants du barreau, mais du coup j'aurai un enseignement, mais en off ils me diront quand est-ce que le nouveau concours va se faire pour que évidemment que je sois avec eux. Non, c'était pour détendre l'atmosphère d'entre les jeux. Merci de m'avoir invité. C'est toujours sympa d'être avec eux, d'en apprendre certainement concernant les choses jugées de droit. Mais voilà, je salue tous les panélistes et j'ose croire, comme j'aime à le dire, que nous serons tous à la hauteur des échanges. Ok, vous êtes consultant média, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Ouais, sur ce plateau également, Mathieu Nathanaël Ndiok, bonsoir. Bonsoir, Otou. Oui. Vous êtes journaliste? Tout à fait. Oui. Je suis très actif, syndicaliste très très actif. Mais si on est syndicaliste, c'est que... Vous mettez quoi, le gilet noir? Non, au Cameroun, on va choisir la couleur de nos gilets bientôt. Voilà, Mathieu, dites-moi, aujourd'hui, l'association des clubs de football amateurs du Cameroun s'est réunie à Yaoundé, son président Henri Balaongolo, et qu'ils vont attaquer la décision de la CAF. Parce que, on le sait, ce n'est pas des pays qui peuvent attaquer, c'est des associations. On a dit des associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels qui peuvent attaquer une décision de la CAF. Oui, il faut dire que pour toute cause est attaquable, oui. Même les causes perdues. Oui. Donc, ils peuvent attaquer. Il n'est pas interdit d'attaquer. Maintenant, est-ce que c'est les clubs et ces associations-là qui ont engagé leur argent? C'est l'État du Cameroun qui engage son honneur. Et s'ils ont l'onction de l'État du Cameroun, je n'en suis pas certain. Mais toutefois, dans cette procédure, ils sont libres d'attaquer, de faire un recours. Mais je dis qu'à l'analyse de la situation, c'est une cause perdue. Il ne faut pas qu'on continue à essayer de saupoudrer les Camerounais avec des procès qui ne servent à rien. Je sais que Abdourahmane, avec Étoile Filante et avec l'association des clubs amateurs, dont il est membre, oui, ont engagé des procès qui étaient très importants et bénéfiques pour le processus électoral, pour la crise qui secoue la fédération. Ils ont fait bouger beaucoup de lignes, mais je dis que pour le cas de la CAN, c'est une cause perdue, parce qu'ils ne peuvent s'appuyer sur rien. Je dis bien sur rien. Ils vont dire quoi? C'est parce qu'on a passé les clubs à 24. Mais je dis, si on avait laissé la CAN à 16, c'est-à-dire que la CAN se jouerait en janvier. Oui, en février. Janvier, oui. En janvier, février. Oui. Donc, janvier. Vous croyez, nous sommes tous les Camerounais. Donc, vous n'êtes pas prêts, mais... Regardons-nous dans les yeux, il n'y a pas, si on peut compter, il y a un seul stade prêt, qui est le stade de Fandena, le stade Amadou Ahidjo. Tous les autres stades sont en chantier. Limbe n'est pas prêt? Limbe est quasiment prêt, mais vous savez que si vous évoquez Limbe, on vous soulève l'aspect insécurité. Les infrastructures non plus. Côté, donc, il faut dire quand même que... Et d'autres infrastructures, parce que les gens ne font que projeter sur les infrastructures, sur les stades. Il y a les infrastructures hôtelières, il y a les infrastructures aéronautiques, il y a les infrastructures de télécommunications. Donc, il y a tout ça. Le tout n'est pas d'avoir des hôtels, mais la CAF a des normes, et même sur la superficie des chambres. On a vu que, oui, on avait des beaux hôtels, mais on avait des hôtels notamment les hôtels qui devaient être retenus pour abriter et les équipes et la CAF qui ne répondait pas aux normes. Est-ce que un avion peut atterrir à Limbe ou à Tiko aujourd'hui avec une équipe de 60 joueurs? J'ai dit non, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit rattraper. Est-ce que si vous croyez que si on regardait l'AS, Douala, Limbe, est-ce que vous croyez que c'est un AS qu'un club de football peut prendre aujourd'hui dans un bus en toute sécurité? Non. Donc je dis qu'il y a des chantiers à faire. Il faut qu'on cesse. Je ne sais pas sur quel aspect et de quel bout on va prendre cette affaire pour aller au TAS. Okay. Nous avons
c'est le Cameroun et la Fédération camerounaise qui est allé signer ses engagements avec de se soumettre aux décisions et aux tests de la CAF. Il faut regarder est-ce que ces tests ont été violés. Quand on nous donnait la CAN à 24 clubs, nous avons accepté. Nous aurons pu désister dès cet instant. Nous avons accepté. Donc nous nous soumettons au dictat de la CAF et nous nous soumettons à ces conditionnalités. Donc aujourd'hui, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour l'amour que les Camerounais ont, nous tous, nous avons mal pour ce que nous perdons tous avec le retrait de cette CAN. Mais regardons-nous dans la glace et disons-nous que nous ne sommes pas prêts et nous ne serions pas prêts pour une CAN même d'ici juin. Voilà, M. Kati, lorsque Abdourahmane dit exactement ceci, je pense nécessairement et très humblement que nous avons la possibilité de faire reculer la CAF et conserver l'organisation de cette CAN. Il sait sur quoi il base, non? Quand Abdourahmane parle, il mérite quand même qu'on l'écoute. Ben, mais Serge Alain, déjà, j'ai envie de vous demander, tout à l'heure, je vous ai écouté donner la lecture de, je suppose, l'article 55. Oui, l'article 55, c'est alinéa 1, oui. Alinéa 1 des statuts de la CAF, qui apparemment, bon, vous aurez été suggéré par Abdourahmane, si j'ai bien compris. Non, du tout. Oui, parce que moi, quand je lis l'article 55, je ne sais pas quelle version des statuts vous avez, mais j'ai la version la plus récente qui date du 21 juillet 2017 et qui est en application actuellement. L'article 55 ne concerne pas ce que vous avez dit. Cet article 55 dit « Tous les cas non prévus par les présents statuts ou les cas de force majeure seront tranchés par le comité exécutif de la CAF dont les décisions ont un effet immédiat. » Ça, c'était l'alinéa premier. L'alinéa deuxième, les décisions en matière législative sont soumises pour approbation à l'Assemblée générale suivante. Bon, je ne sais pas, peut-être que la disposition que vous avez, c'est une disposition qui date d'une version antérieure, qui n'est plus applicable aujourd'hui. Par contre, j'ai envie de dire qu'en parcourant les statuts de la CAF, que j'ai d'ailleurs souvent parcouru, j'ai trouvé une disposition, l'article 49 alinéa 3, qui dit d'ailleurs que les seules décisions de la CAF qui sont attaquables devant le TAS sont les décisions qui sont rendues par les organes juridictionnels. Je pense que c'est l'article 49 alinéa 3. Bon, maintenant, j'ai envie de me poser la question de savoir, lorsque le comité exécutif, on sait très bien, le comité exécutif, c'est l'organe exécutif, c'est-à-dire l'organe qui est en charge d'implémenter les décisions qui sont prises par l'Assemblée générale de la CAF. Est-ce qu'une décision prise par le comité exécutif est une décision rendue par un organe juridictionnel? Moi, je ne pense pas. Est-ce que, parce qu'au niveau de la CAF, il y a deux organes juridictionnels, il y a la chambre de discipline, il y a le jury d'appel. Voilà les deux organes juridictionnels qui sont reconnus. Maintenant, donc, je dis, j'ai des véritables doutes quant à ce que ce recours soit recevable auprès du TAS. Maintenant, je pense que ça ne devrait pas être l'occasion aussi, les recours, puisque en fait, depuis un certain nombre d'années, le commun des mortels a constaté que le football camerounais se joue plus devant les juridictions sportives et même les juridictions de droit commun que sur les stades. Moi, j'ai envie, en tant que Camerounais, de nous poser la question, une question légitime, celle de savoir, est-ce que la CAF est dans la logique d'un coup fourré contre le Cameroun, ou bien est-ce que la CAF a raison de prendre cette décision contre le Cameroun? J'ai entendu certaines personnes dire c'est le Maroc qui est derrière toute cette, ce qu'ils ont appelé mascarade, et que en fait, il est question pour Hamad de donner cette canne-là au Maroc. Mais seulement quand je regarde l'architecture du comité exécutif de la CAF, je me rends compte que le comité exécutif est composé de 22 membres. Oui. Sur les 22 membres, on a 4 membres qui sont issus de l'Afrique du Nord. Donc, ça veut dire que pour que le comité exécutif prenne la décision... Mais 22 étaient présents à Accra. Oui, 20. Oui, 20 oui, étaient présents. Je dis 20 sur les 22. 20 sur les 22 étaient présents. Si on suppose que sur les 20, il y avait 4 qui viennent de l'Afrique du Nord, ça veut dire qu'on a 16 qui viennent, en fait 16 de l'Afrique subsaharienne qui ont voté pour le retrait de cette CAN au Cameroun. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas présenter les choses de façon aussi simpliste, comme s'il s'agit d'un coup fourré qui a été monté par les Marocains contre le Cameroun. Moi, je voudrais que les gens se posent la question de savoir, au regard de ce que nous voyons sur le terrain, est-ce que le Cameroun aujourd'hui, parce que quand j'entends les représentants de l'État dire que le Cameroun sera prêt en décembre, d'autres en mars, mais il faut savoir que la CAF ne marche pas selon la logique de l'improvisation. La CAF fait ce qu'on appelle la planification, la projection. Parce que quand vous construisez des infrastructures sportives, vous ne pouvez pas prendre le risque de mettre ces infrastructures, même pas seulement sportives, même des infrastructures hôtelières, toute la logistique qui concerne la CAN. Vous ne pouvez pas les mettre à la disposition de la compétition au moment X où la compétition commence. Parce qu'on a besoin
d'un temps, on a besoin de faire des essais, on a besoin de faire des tests. Par exemple, si, imaginez un seul instant qu'on attend 15 jours ou bien un mois avant le début de la compétition pour retirer la compétition au Cameroun et qu'on l'attribue à un autre pays. Prenons l'exemple d'un pays hautement touristique comme l'Afrique du Sud. Vous savez très bien que c'est des pays où vous avez des gens qui viennent, qui doivent réserver leurs hôtels un an à l'avance. Oui. Mais à ce moment, comment vous faites si vous avez brusqué les choses et imposé une CAN à l'Afrique du Sud qui n'a qu'un mois pour se préparer? Donc je pense que la CAF aujourd'hui est dans une autre logique, c'est-à-dire l'improvisation est terminée. Moi, j'ai souvent dit que notre compatriote, M. Issa Hayatou, pour qui je n'ai rien, enfin, je n'ai aucun grief particulier contre lui, mais j'estime qu'il ne nous a pas beaucoup aidé. Parce qu'il nous a encouragé dans cette somnolence-là, dans cette improvisation. Je suis allé au stade de la réunification que Mathieu Natalayan, en tant que journaliste sportif, et même Emmanuel Marop connaissent très bien. Vous savez très bien que pendant des années, on a joué les compétitions de la CAF, des coupes des clubs, dans un stade où on voyait très bien que le toit pouvait s'écrouler sur les spectateurs, où la pelouse n'était pas une pelouse recommandable. Mais Issa Hayatou a endormi les Camerounais. Et de ce fait, lorsqu'il quitte la CAF, bon, malheureusement, nos dirigeants, même avant qu'ils partent de la CAF, nos dirigeants avaient déjà le sentiment qu'ils pouvaient jongler comme ils ont l'habitude de jongler et qu'à la fin, ils allaient toujours trouver un arrangement avec Issa Hayatou. D'ailleurs, Issa Hayatou aurait été là, comme ça va passer d'une Coupe d'Afrique des Nations de 16 équipes à 24 équipes. Donc, je dis, il faudrait que nous, Camerounais, nous soyons capables de nous regarder dans la glace et de nous poser la question de savoir, est-ce que nous avons fauté? C'est de ça qu'il est question. Mathieu Natalayan parlait tout à l'heure de l'environnement du stade. Moi, j'ai envie de dire, mais le stade de Yassa, quand vous passez, vous êtes peut-être sur la pénétrante Est, vous voyez que le stade il est très beau, ce serait un véritable joyau architectural. Mais lorsque vous posez la question de savoir comment on fait pour arriver là, c'est ça le vrai problème. On veut nous faire comprendre au Cameroun qu'on peut construire des hôtels 5 étoiles en l'espace d'un an. Mais attendez, vous le faites comment? Et puis, pendant que le chantier est en cours, on voit bien qu'il y a des pans, des murs, des dalles qui sont en train de s'écrouler. La CAF est au courant de ça. La CAF ne peut pas prendre le risque d'organiser une compétition dans l'improvisation où on peut avoir des conséquences sécuritaires. Imaginez un seul instant que l'hôtel, le pan de l'hôtel qui s'est effondré à Garoua s'effondrait alors que les équipes étaient séjournées dans l'hôtel. Donc, je pense que il faut que les gens comprennent que la CAF a besoin, après la construction des infrastructures, il y a un temps pour les essais. Le temps des essais doit aller au moins au-delà de 4 mois. Et l'autre jour, j'écoutais le ministre de la Communication lors d'une visite de travail sur le chantier de Yassa. Oui. Il disait plutôt que les clés du stade seront remises en mars. Donc je pense qu'on est en train de faire une extension de date, alors qu'au départ, on nous disait que ce serait... Mais attendez, regardez, quand vous prenez la route de boulevard, ou bien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le boulevard qui part de l'aéroport jusqu'à, je pense, à la gendarmerie de Yassa. Une fois que vous arrivez à la gendarmerie de Yassa, vous avez une route de 6 mètres, sur 6 mètres de large, et qui s'échelonne sur 9 km jusqu'au stade. On veut nous faire croire qu'on fera les travaux pour construire une... 40 000 spectateurs peuvent passer là. Oui, mais attendez, mais la CAF voit ça. J'ai vu à Bafoussam, quand on sait que la mission d'audit de la CAF va arriver, on envoie des jeunes sur la route avec des brouettes et des pelles pour qu'ils ferment des trous. Mais une fois que la CAF est partie, eh bien, on ne fait plus rien. Et la CAF est au courant de ça, parce que la CAF a aussi ses informateurs au Cameroun. Oui. J'ai suivi tout à l'heure un extrait d'une interview qui a été donnée par le deuxième vice-président de la CAF, Constant Omari, le Congolais. Mais il dit qu'au Cameroun, ils sont venus voir, Ahmad est venu voir Paul Biya parce qu'ils se sont rendus compte que les fonctionnaires en charge de suivre le dossier camerounais fournissaient des rapports qui étaient contraires aux rapports des inspecteurs de la CAF. Ça veut dire que M. Biya, nous avons toujours dit qu'il est vieux, qu'il ne peut pas gouverner. Et aujourd'hui, c'est clair. C'est un étranger qui vient nous dire que ses collaborateurs principaux lui donnent des faux rapports. Quand ils disent que le stade est construit à 57... Bon, attendez. Les infrastructures... On nous disait qu'on était à 80. Oui. À 80%. Pourtant, la CAF dit on est à 55%. Ouais. Et 55% après plus d'années de chantier. Permettez que rapidement, on va écouter les autres. Pour dire que j'ai eu la chance de rencontrer des émissaires de la CAF à tout hasard ici. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lorsque la CAF vous disait, nous arrivons le 5, depuis le 25, le 27, il y a déjà quelqu'un là. Il vient, il inspecte, il filme. Lors de la première inspection, quelqu'un est venu au stade à quoi? Il jouait au ballon avec nous, avec les clubs là. Il a mis le short il a même dépanné les enfants. Il a dit comment vous laissez les infrastructures. Il est revenu le soir quand les joueurs jouent. Il est inspecté. On a vu que quand la mission est venue, il était là. Et à la mission, la veille, il était encore sur le stade. Le lendemain matin, il trouve des conteneurs sur le dit stade. Cette duplicité là, comment vous ne croyez pas qu'on l'a... C'est comme nous étions dupes.
on prenait tout le dispositif, on mettait à 24 heures de l'arrivée de la délégation, mais cette délégation arrivait curieusement. Cette délégation arrivait curieusement avant et avait des informations. Donc voilà les réalités sur lesquelles il faut qu'on s'appuie. Il faut qu'on cesse de croire qu'on a fait la chasse aux sorcières, qu'on a fait une campagne contre le Cameroun. Regardons-nous en face. Je crois, et le plus dur et le plus important, c'est qu'on achève ces infrastructures. Le Cameroun aura de meilleures infrastructures pour challenger et postuler véritablement. Parce que les autres pays, d'autres pays qui postulent dans les organisations sérieuses, oui, là où on postule, on a déjà les infrastructures. Or, nous, on avait des infrastructures. Vous savez que même la CAN féminine, on a dû demander une rallonge de 45 jours. Okay. Et on n'était pas toujours prêt. Tout à fait. Il faut que les gens merci, ça. Merci, donc, merci. Si à l'époque, Merci. on n'aurait même pas organisé la CAN féminine. Oui, on l'a compris. Merci, Nathalie. Maître Pensi, décidément, on n'était pas prêt. Non, nous n'étions pas prêts. C'est quelqu'un qui va dire que nous étions prêts. Donc du coup, on ne va pas aller aux tasses de servira. Mais pourquoi aller aux tasses? Quand vous allez dans un procès, il faut avoir il n'y a rien, le dossier un intérêt pour agir et il faut gagner. Or, si nous allons... J'ai suivi, je vous dis, M. Ahmad, aujourd'hui, oui, interrogé par une télévision qui a dit qu'il a décalé, le Cameroun doit avoir ça en 2021 parce que il a vu qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais nous ne sommes pas prêts. Les stades, ça 55%. Les hôtels ne sont pas prêts. Regardez ce qui s'est passé ici au Cameroun, s'agissant, et vous le savez très bien, de l'hôtel du comice agricole de Bolova. 8 ans pour que ça se fasse. Vous voyez le petit pont là, à Yassa, un petit pont, c'est même pas tout, mais il n'y a rien du tout là. On a mis combien de temps? On a eu presque un an, c'est même pas encore fini. Vous avez des ronds-points qui font un diamètre à peu près de 100 mètres, et dès qu'une voiture est en panne, tout au long du rond, personne ne passe. L'autre jour, j'ai dû passer par les quartiers, là où on me fait le gaz, j'ai cassé ma voiture, ma Mercedes, mais pour aller à Yaoundé. Non, mais c'est un scandale, ce qui est en train de se passer, parce que ces personnes-là, qui sont autour du chef d'État, le président de la République a dit qu'il veut donner la canne. Et il faut en sorte que la parole du président soit bafouée, galvaudée. Je ne sais pas si vous imaginez le courroux qu'a le président de la République. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui sait contenir son bouillonnement intérieur. Vous avez vu son attitude au stade, lors de la finale. Il y a certaines personnes proches du dossier, très proches, qui bloquaient les dossiers à la présidence. Est-ce qu'il les a regardés? Tout le monde tremblait. Maître Pensi, dites-moi. Oui. Vous savez qu'on fait aussi le reproche au président de n'être pas descendu, ne serait-ce qu'une seule fois, au stade de Lembe, qui n'est pas loin de Tudi. Comment vous expliquez ça? Donc, je vous prends le cas du Gabon. Je vous prends même le cas de oui, le président Ali Bongo Ondimba a fait plusieurs descentes, et même la veille, pour voir si tout était synchro, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Comment comprendre? Le président sait que ses collaborateurs, comme vous-même, vous le dites, ne lui disent pas, entre guillemets, toujours la vérité. Pourquoi continuer Pourquoi continuer à faire comme ça? Je crois que si le président était descendu, ne serait-ce qu'une seule fois, mettre la pression, on n'en serait peut-être pas là. D'abord, ce n'est pas son mode de gouvernance. Et le président de la République a fait confiance à un certain nombre de personnalités. Mais les résultats sont toujours là, c'est la même chose. Je suis aussi furieux que vous. Quand il fait son discours le 31 décembre 2013 en disant qu'ils sont incompétents et qu'il les garde, il y va également un peu de sa responsabilité. Vous voyez les gens qui sont autour de lui. Il essaie de changer. Et une fois, je me suis dit qu'il a changé des gens parce qu'au niveau de son logiciel, des gens qu'il doit choisir, mais on lui présente toujours des gens qui font partie d'un club. Parce que c'est un club. Je vous aurais dit, parce que le mot peut être fort. Certains Camerounais disent que c'est une association de malfaiteurs. Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est une association de personnes qui cherchent plus à se servir qu'à servir l'État. Issa Yatou, vous voulez le mettre en cause? Moi, je ne le mets pas en cause. Parce que comme il était là depuis, je ne sais pas, il a mis tellement peut-être 18 ans, on lui dit, ah, il faut donner la canne, hein? Non, 28 ans. 29 ans. Vous vous rendez compte? Il faut donner la canne au Cameroun. Et le prince du Nord, que je connais très bien, que c'est un ami, il dit, bon, il faudrait quand même que je donne ça pour mon pays. On vous donne ça en 2014. Vous êtes incapable. Donc, on a commencé à faire la première pioche quand
L'argent était souvent disponible. On a fait des comités théodules. Parce que tout doit transiter, disent certains, par la présidence. On a parlé d'un centralisme. C'est ça le problème. Excessif. Nuisible. Le centralisme est nuisible. Le centralisme actuel a tué le Cameroun. Et continue parce que c'est dans ce centralisme-là que les gens, comme disent les Camerounais, doivent bouffer. Parce que c'est le mot. C'est un centralisme qui fait en sorte que pour sortir l'argent. On dit aussi qu'ils ne se font pas confiance. Hein, Ils ne se font pas confiance. Il faudrait qu'ils s'entendent. Oui. J'ai vu un petit chef de service porter des lunettes quartier de 3 000 € avec un salaire de 200 000 parce qu'il est dans cette organisation. Il faut se rendre compte que l'argent, il faut passer par la présidente de la République, il faut que il faut qu'il y a un conseiller qui a son nom de confiance, j'ai oublié son nom, qui est là, machin et tout ça. Après, ça doit aller le Premier ministre dit il faut faire ceci, à la présidence, j'ai dit que non, l'autre. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait et c'est peut-être en 2017 peut-être qu'on a commencé à sortir l'argent. Surtout quand Ahmad dit que même à 4 on ne peut rien. Je vous dis que quand Ahmad arrive, parce que là c'est très simple, vous avez vu le conflit qu'il y a eu entre le ministre des marchés publics et cette bande-là. Parce qu'il fallait vraiment contrôler, parce que le Cameroun également fait des textes qui sont excessifs, qui ne sont pas souvent bons, hein, mais on veut contrôler d'une manière excessive et il dit que c'est pas bon. Et là, les gars, là, ils retardent tout. Pourquoi? Parce qu'ils attendent ce qu'on appelle le gré à gré. Avec le gré à gré, là, tel va chercher les Américains pour faire des stades, tel va chercher, chacun doit trouver son nom, et dans lesquels, à ce moment-là, c'est la surfacturation, il y a l'argent, à ce moment, il manque de l'argent dans les caisses, on passe aux emplois obligatoires. Des sociétés écrans. Oui, des sociétés écrans qui doivent travailler, qui doivent percer, les gens qui perçoivent les marchés, qui sous-traitent, etc. Et on passe à la bourse pour prendre l'argent à des taux, qui sont des taux énormes, parce que nous avons déjà tout ce que le FMI même a dit, vous avez déjà trop dépensé, on passe à l'emploi obligataire, hein, avec des intérêts qui sont exorbitants, alors qu'on peut avoir de l'argent à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus faibles. Donc on arrive à un système où il y a une organisation ciblée, j'allais dire, un consortium de conglomérats, d'associations, de malfaiteurs et de voyous de la République qui ponctionnent sur l'argent de l'État. Et je peux vous dire que le peuple camerounais est furieux. Nous venons de donner la confiance au président de la République qui a dit qu'il va nous donner la canne. Et vous avez à l'intérieur des gens qui sont là pour tout simplement faire en sorte que la parole du président soit une parole qui doit être une parole d'évangile, qui doit désacraliser. Et moi je vous dis que, en ce qui me concerne, j'espère que on est en train de construire suffisamment au niveau de Kodengui pour que les enquêtes soient ouvertes. Et si on ne sait pas comment débusquer l'argent, parce qu'ils font des sociétés écrans, ils montent les SCI, ils mettent la tante, la grand-mère et tout ça, nous savons comment les débusquer pour les rendre gorge. Maître, vous parlez là de vos camarades, hein? Quels camarades? Ce sont mes camarades. Ok, merci. C'est ceux qui veulent Camerounais, ce sont les ennemis de la République, et le président de la République, je suis avec lui. Emmanuel Mahop, Maître Sikati disait tout à l'heure que, entre guillemets, Issa Hayatou nous a habitués à l'improvisation. Aujourd'hui, vous êtes sûr, si Issa avait été à la tête de la CAF, on ne nous aurait pas retiré la CAN, l'organisation? Je voudrais déjà que nous lui rendions un hommage ô combien mérité à Issa Hayatou, parce que c'est pas, ne fait pas 29 ans à la tête de la CAF qui veut, n'est pas le seul noir président de la FIFA qui veut. Oui. Il n'est pas celui-là qui a ramené la CAF, peut-être pas au niveau de l'UEFA, mais à un certain niveau, au point où les multinationales sont des sponsors majeurs de la CAF, sont des annonceurs. Donc c'est très important de le noter. La Champions League CAF est retransmise, ça fait les droits télé qui rentrent à la CAF, et les équipes déjà qui jouent les finales, déjà depuis les phases de poule, c'est assez rentable jusqu'à la finale. Donc sur le plan financier, honnêtement, Issa Hayatou a permis à la Confédération africaine de football d'exister dans le concert des confédérations. On ne peut pas perdre ça de vue. Donc je voudrais, à titre personnel, lui rendre un hommage. Et il mérite même que l'Afrique lui érige une stèle. Sauf le faux procès qu'on lui a fait. Absolument. On pourrait en parler. C'est un scandale. Plus de 10, 15 milliards, 12 milliards pour une seule personne.
On va aller même saisir où? On viendra ici, on va voir quel huissier qui va exécuter ça. Mais maintenant, vous rappeliez, Nathanaël l'a dit, première Coupe d'Afrique des Nations au féminin, il y a 2 ans au Cameroun, évidemment qu'il y a eu un rallongement. Mais la CAF même et le COMEX de naguère étaient unanimes que c'était une Coupe d'Afrique des Nations réussie, la toute première d'appellation. J'entends pas, les stades étaient pleins. On a vu au Ghana il y a quelques heures, même le jour... C'était la dernière compétition sous... Absolument. Même le match inaugural, j'ai rien contre les frangins ghanéens, mais le premier match, les Ghanéennes vont se produire, le stade est au tiers vide, voyez-vous. Donc, non, c'était un succès total il y a 2 ans, parlant de la Coupe d'Afrique des Nations au féminin, la toute première. Donc, sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. Il m'a questionné dessus, Nathanaël. Bon, mais maintenant, c'est pas vous qui modérez. Oui, il m'a questionné sur allez-y. Issa Ayatou. Oui, il va répondre tout à l'heure, Nathanaël. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Maintenant, moi, les véritables questions qu'il faudrait que nous nous posions, et M. Sikati a semblé le dire maintenant, à qui la faute? Il a dit en des thèmes qui lui sont propres, qui lui sont chers. Mais moi, je reviens dessus en me posant la question de savoir à qui la faute. Pourquoi le retrait de la CAN? Est-ce la CAF qui est fautive? Est-ce le Cameroun? Mais moi, j'ai envie, en ma qualité d'observateur, ne pas quand même trop jeter l'anathème sur les autorités camerounaises. Parce que la CAF aussi a sa part de responsabilité. Et on pourrait expliquer pourquoi. Absolument. Déjà, sur le plan communicationnel, on l'a dit. À peine Ahmad arrive, qui commence à déclarer, vous le rappeliez tout à l'heure, le Cameroun en l'état, même à 4, il n'est pas prêt. Honnêtement, je pense pas qu'un président... Peu importe que c'eût été faux ou non, le plus important, c'est qu'un président qui est à la tête de 55 associations, en réalité, qui est comme un père, ne se doit pas de communiquer de la sorte. Ça, c'est certain. Et devait dire quoi? Donc, c'est juste un problème de communication. Mais c'est moi qui ai la parole. Oui, allez-y. Je peux vous relancer, Emmanuel. De temps en temps. Mais maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quand même une explication à l'acharnement, justement, qu'a le Cameroun à ne pas organiser cette CAN. Maître en parlait tout à l'heure. J'ai été quand même parmi les panélistes hier à Afrique Média lors de l'émission Culte. Voilà, je dois vous dire ceci en réalité. Le Maroc, un pays frère et ami au Cameroun, depuis des lustres quand même, pense organiser la CAN 2019. Peut-être je prendrai assez de temps à l'expliquer ici, mais il faudrait que vous le compreniez. Pourquoi? Parce que en 2015, c'est très important, c'est au Maroc qui revienne la charge d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le Maroc ne l'organise pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'UEFA de naguère, dont Michel Platini était le président, a envie d'arrimer toutes les confédérations, et c'est très important de le savoir, aux normes UEFA qui voudraient que les grands événements footballistiques se jouent en juin-juillet, et ils appellent ça l'été. C'est très important de le noter. C'est pas un problème lié à la frève hémorragique de type Ebola? Justement, ça pouvait pas être un problème parce que Comment ça pouvait pas être? C'était là le problème. Je vous explique donc que, en réalité, évidemment qu'il y avait Ebola, mais Ebola c'était Sierra Leone, Guinée-Conakry, Libéria, etc. Mais sauf qu'il y avait des daily flights entre ces capitales-là et Rabat ou Casablanca, et on sait comment se transmet Ebola. Donc il y avait des daily flights, des vols quotidiens, et le Maroc a dit ceci en réalité, qu'on lui donne le temps de se trouver les moyens de mettre fin à ça, ou du moins de contourner. Mais le temps mis en réalité voulait tout simplement amener les Marocains à être en juin-juillet. Et si la CAN s'était jouée à cette période-là, eh bien on aurait dit ok, c'est super sympa, ça se joue en été, ben, il faut qu'on valide. Mais pourquoi l'UEFA voudrait que ça se joue en été? Ils veulent ça parce que les acteurs principaux que sont les footballeurs internationaux africains qui évoluent non pénalisent ces clubs-là en janvier, février quand ils viennent en sélection jouer pour la CAN. Donc c'est autant de choses. Et autre chose, c'est très important de le noter, le symposium que le Maroc organise, tout ferait payer les 55 associations. Et pendant ce symposium, heureusement, vous avez invité d'éminents hommes de droit. Pendant ce symposium, ça j'ai jamais vu ça, la participation en phase finale au Cameroun passe de 16 à 24 sans crier gare, et on décrète, on décide que ça, la CAN doit se jouer en juin-juillet. Mais la CAN, on se serait attendu. De pluie, hein. En plus, bon pour nous. on se serait attendu, et c'est pour cela que je dis qu'on peut pas totalement jeter l'anathème aux Camerounais en charge de l'organiser. Évidemment qu'ils ont leur tard là-dedans, et je vais dire pourquoi. Mais sauf que dès lors que vous, les Camerounais, vous savez qu'en 2014, vous demandez à organiser la CAN à 16, et que l'on vous dise, après un symposium, il faut accepter. Je suis d'accord. Innovation. Vous permettez, ma question est celle-ci. Oui. Issa Ayatou, en ce moment-ci, aurait-il retiré la CAN au Cameroun? En l'état actuel,
Il est certain, honnêtement. On ne va pas 55%. Il l'aurait pas fait, ça c'est certain. Parce Comment que je suis d'accord, il l'aurait pas fait. Je suis d'accord avec Maître. Maître a dit quelque chose, Maître Pincy, je suis d'accord avec lui. Mais Issa Hayatou a fait 29 ans à la tête de la CAF. Son vœu, son souhait, comme vous, comme moi, si j'avais été à sa place, aurait été que, et c'est légitime. Voilà donc pourquoi. Emmanuel, vous permettez donc, voilà donc pourquoi Madame a dit exactement ceci. Nous ne voulons plus qu'on passe le temps à se moquer de notre continent. Mais attendez, mais j'ai rien contre Ahmad Ahmad. Mais comment Ahmad Ahmad se retrouve à la tête de la CAF? Évidemment non, mais ça, si on continue. Voilà. Évidemment qu'il a été élu. Oui. Mais il trouve quelle CAF? Il trouve une CAF super sympa. Il trouve une CAF financièrement nantie. C'est grâce à qui? C'est grâce à Issa Hayatou et les autres qui l'ont précédé. Donc il ne peut pas penser que la CAF commence dès lors qu'il est là. Mais je voudrais aussi dire une chose. Après qu'il y ait eu ce symposium, on aurait souhaité tous que la CAF accompagnât le Cameroun parce que le Cameroun irrite de cette organisation à 16 et la CAF, d'un coup de baguette magique, change de nombre de participants. Ben, il ne faut pas dire que même à 4, le Cameroun n'est pas prêt. Il faut plutôt accompagner le Cameroun. Maintenant, pour les autorités camerounaises, en 1 minute, j'en aurais terminé. Leur tard, c'est quoi? Indépendamment de ce que décrit Maître Pincy et Maître Sikati, évidemment, Nathanaël Georges, je suis d'accord avec eux. Mais la grosse erreur qu'ils ont commise, c'est que dans ces cas-là, on met en exergue les anciennes gloires. Parce que c'est elles qu'on connaît, justement. Elles sont en même de défendre valablement le Cameroun, ou du moins de susciter cette affection. Il n'y a pas eu d'ancienne gloire. Il y a qu'à eu. C'est Samuel Eto'o qui prend le fait en marche. C'est ça qui fait qu'on nous retire la canne? Non, je ne crois pas. Maître Sikati, sur la sortie d'Ahmad Ahmad, il dit qu'il n'aimerait plus voir. Pour lui, les cannes avant, c'était un peu au rabbin, c'était le bricolage. Il a voulu quelque chose de bien. Mais déjà, je pense que pour aborder ce genre de questions, il faudrait déjà essayer de se rappeler ce que Ahmad a dit pendant la campagne électorale pour être président de la CAF. Il avait dit que désormais, l'attribution de la CAF se fera sur la base des infrastructures existantes, pas des infrastructures à construire. Et s'agissant du cas du Cameroun, il ne faudrait pas se comporter comme si Ahmad avait de façon assez spéciale décidé qu'on passerait pour la CAN au Cameroun de 16 à 24. Ça faisait partie de son programme. C'est sur la base de ce programme qu'il a été élu. Et j'irai un peu plus loin pour dire le contrat que la CAF conclut avec les fédérations sportives, c'est un peu comme les contrats qui sont sur le plan national conclus par l'État avec certaines entreprises, par exemple pour l'exécution des marchés publics. Il y a souvent dans les contrats ce qu'on appelle le droit de modification unilatérale. Ça veut dire qu'en fonction de l'intérêt de l'État, l'État peut modifier certaines dispositions du contrat. Et ces dispositions, des dispositions pareilles sont prévues dans les accords conclus entre la CAF et les fédérations nationales. Donc ce n'est pas nouveau pour une fédération de modifier certains aspects du contrat d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je veux rester sur la même lancée par rapport à la question de la période d'organisation de la CAN. Oui. Il faudrait quand même, il ne faut pas se comporter comme si Ahmad veut faire du mal au Cameroun. On s'est rendu compte que lorsque la CAF se jouait en janvier, on était en plein championnat européen. Et pratiquement 80% des joueurs qui disputent, africains, qui disputent la Coupe d'Afrique des Nations sont des joueurs qui sont professionnels en Occident. La plupart sont en Europe. Et beaucoup d'entre eux ne donnaient pas une bonne considération à la CAN. Il y en a certains qui boudaient, ceux qui venaient même lever un peu le pied. Mais la CAF se posait la question de savoir comment faire pour avoir une compétition où on peut avoir tous les talents africains. La seule façon d'obtenir cela, c'était d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations en période de trêve dans les grands championnats occidentaux. Donc c'est la raison pour laquelle on joue en juin. Mais malheureusement, au Cameroun, il savait que c'est la saison des pluies. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas la saison des pluies partout. Par exemple, oui, c'est pas la saison de pluie partout. Donc peut-être, et puis même quand vous avez à Yaoundé aussi, en juin, il ne pleut pas comme il pleut à Douala. Donc il faut être quand même relatif. C'est la même chose à Gawa. Les seules villes où il pleut abondamment au cours de la période de juin sont, disons, les régions du littoral et dans une certaine mesure l'ouest, même si à l'ouest c'est beaucoup plus pendant le mois de septembre et octobre, et peut-être la région du sud-ouest. Donc moi les raisons qui amènent la CAF à retirer la CAN au Cameroun, pour moi ce sont des raisons objectives. Est-ce que vous trouvez normal qu'on dispute une compétition sportive dans une région qui est en guerre? Est-ce que vous pensez que si jamais la CAF avait attendu la fin de la guerre pour se prononcer, vous pouvez donner les garanties que la guerre que le Cameroun connaît aujourd'hui dans la région du sud-ouest là, elle se serait réglée avant la CAN? Non. Donc je pense que il faudrait que nous restions objectifs. Il n'est pas question ici, parlant de M. Hayatou,
pour revenir à ce que Emmanuel Maroba a dit, nous n'avons jamais dit que le bilan de M. Atou est mauvais. Nous disons tout simplement qu'en dépit de tout le bien qu'il a fait pour le football africain, il a fait beaucoup de mal au football camerounais. Il a aidé les dirigeants camerounais à s'endormir. Pendant longtemps d'ailleurs, les dirigeants camerounais, il a demandé à nos dirigeants d'être candidats à l'organisation d'une Coupe d'Afrique. Attends, je ne vais pas te couper. Je vais juste dire un mot. La dernière fois qu'on a organisé la Coupe des Nations, c'est en 72. De 72 à 2018, on a construit combien de stades? Ça veut dire qu'il y a une défaillance au niveau de l'État et au niveau... Il n'y a pas une défaillance, c'est moi qui avais la parole. Non, oui, il y a différence. Ça fait quand même 46 ans sans construire un stade. Vous savez, là, le discours que vous êtes en train de tenir, c'est un discours politique. Et si je dois rentrer là-dedans, il faut être capable de dire que c'est le régime de M. Biya qui nous amène dans ce catastrophisme. Voilà, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez élu un président. Excusez-moi, mais Biya n'a jamais été élu. Il n'est pas le président légitime. Voilà, je veux m'arrêter là à ce niveau. Mais il faudrait que nous soyons capables de reconnaître que quand M. Hamad dit, lorsqu'il fait une conférence de presse pour la première fois pour se prononcer sur la CAN au Cameroun, que le Cameroun n'est pas capable d'organiser une CAN même à 4 équipes, mais bien à ce moment-là, lorsqu'on regarde les niveaux de construction, les infrastructures, on n'a que 2 stades qui sont prêts et les infrastructures hôtelières n'existent pas. Donc Hamad a tout à fait raison. Et nous ne nous comportons pas comme si Hamad a passé le temps à chicoter le Cameroun. Hamad a boosté, c'est-à-dire ces régimes incompétents et laxistes qui en temps normal. Si Hamad n'avait pas mis cette pression, aujourd'hui, même le niveau de construction des infrastructures, 55%, on en est aujourd'hui, on serait autour à 20%. Okay. Donc je pense que Hamad est dans le travail, il est en train de faire le travail du suivi. Je vais finir mon propos, je reviens encore sur les statuts de la CAF, parce que je pense que beaucoup de Camerounais sont dans cette logique de contestation. Est-ce qu'il faut aller au TAS, est-ce qu'il ne faut pas? Les statuts que... Vous avez la version... Oui, il y a 2 versions des statuts. Voilà. La version qui date du 29 septembre 2016, qui avait été adoptée en Assemblée Générale. Oui. C'était la version adoptée quand Issa Hayatou était président. Oui. Cette version-là disait qu'effectivement, on peut attaquer les décisions du comité exécutif, l'article 55, devant le TAS. Mais maintenant, il y a une autre version adoptée lorsque M. Hamad arrive, c'est la version du 21 juillet 2017, qui désormais dit clairement que seules les décisions rendues par les organes juridictionnels peuvent être déférées au TAS. Donc, moi, quand je constate la décision dont on parle, c'est une décision du comité exécutif, pour moi, ce serait en fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez vu un peu, Hamad, il est très malin. Il nous dit, si nous voulons jouer sur le terrain de la procédure judiciaire au TAS, allons-y. Mais sachez une chose, la seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est d'avoir offert au Cameroun d'organiser à 2021, alors qu'aucun texte ne le prévoit. Justement, Mathieu Nathanaël Jones, Hamad Hamad dit exactement ceci, que pour ceux qui veulent comme ça aller au TAS, ce serait créer un autre problème pour 2021. C'est vrai. Oui, mais tout à fait. Tout à fait. Parce que là, ça devient des garanties diplomatiques. Oui. Au sortir de la CAN, est sûr. C'est sûr qu'on aura 2021. Oui. Il veut juste que nous calmer. Est-ce qu'il veut? Aujourd'hui, il a dit. Non. C'est Mathieu qui a il a dit qu'il décale la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que ce n'est pas pour calmer? Est-ce que c'est pas pour calmer les Camerounais? Mathieu Nathanaël. Il a dit ce soir. Non. On est sûr d'avoir 2021? Non, on ne peut pas dire qu'il est sûr. Il fait là un discours diplomatique. Absolument. Voilà. Il a écrit une lettre, c'est vrai. C'est pour calmer les ardeurs des Camerounais? Pas simplement pour calmer. C'est pour nous dire de terminer les chantiers. Parce que comme a dit Maître Sikati, quand il prenait fonction, il avait dit, et même dans son programme de campagne, qu'on ne va plus attribuer les cannes sur les infrastructures à venir, mais sur les acquis qu'on a. C'est-à-dire quoi? Si le Cameroun achève ces chantiers en 2019, elle peut donc postuler, elle peut avoir les faveurs du comité exécutif parce que c'est déjà des acquis pour organiser 2021. Or, la Côte d'Ivoire serait en train de construire ces infrastructures qui seraient aussi fraîches et sur lesquelles on peut les évaluer à date. Et quand on regarde, et je dois dire aujourd'hui, et au regard du conflit que ça suscite, aujourd'hui, Hamad Hamad a été reçu en Côte d'Ivoire. Oui. Il est parti de la RDC pour la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il dit justement qu'il n'a jamais envisagé de retirer la CAN 2021 en Côte d'Ivoire. Vous comprenez qu'entre ce qu'il dit ici, au sortir du retrait de la CAN, et les autres garanties, il est dans son rôle. À un moment, il fait de la diplomatie. Non, mais tout le problème, c'est d'encourager les États camerounais
à terminer développer les infrastructures sportives, qui développent aussi leur nation. Parce qu'il faut dire que les CAN ont fait beaucoup de bien en Afrique. C'est avec les CAN que beaucoup de pays africains se sont développés depuis 70. L'attribution de CAN a boosté le développement infrastructurel dans plusieurs pays. Quand vous regardez le Gabon, de 36 ans de règne du président Bongo Ondimba, et vous 42. regardez 32, et vous regardez 42, et vous regardez simplement un mandat d'Ali Bongo. Ali Bongo a fait sur le plan infrastructure, et grâce à la CAN, ce que son père n'a pas fait en 42 ans. Donc il faut pas oublier ça. Et moi je voudrais dire que le retrait de la CAN est une bonne chose pour nous, parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous étions en train de construire ces infrastructures au rabais. Prenez la maquette. Oui. Prenez les maquettes. Les deux maquettes du stade, du complexe Olembe et du complexe Japoma étaient des complexes. Oui. Or là où on était parti pour construire rien que les stades. Oui. Et oublier les maquettes. Et donc ce retrait va amener les gens à comme l'expliquait le complexe. Pensi tout à l'heure, si on reste, quand on regarde tous les détournements de fonds, toute la mafia des distractions de fonds qui est organisée autour des gros chantiers au Cameroun, vous comprenez que si on avait organisé la CAN avec les infrastructures, rien que les stades qui sont les infrastructures principales, on n'aurait plus jamais construit les autres infrastructures adjacentes qui arrivent au complexe. Vous comprenez? Okay. Parce que je vais vous donner l'exemple. Rappelez-vous qu'en 72, allez au ministère et allez même dans les délégations. Si vous regardez la maquette du complexe omnisport de la réunification, oui. C'est qu'aujourd'hui on n'est pas en train de discuter, c'est qu'on a seulement quelques réaménagements à faire, mais on n'a pas construit le 10e de ce que prévoyait cette maquette. Et on est en train de tomber dans le même piège. Et donc un report, et avec le regard des Camerounais, l'énervement des Camerounais qui va peut-être amener les autorités à prendre leurs responsabilités, il ne sera plus question de finir seulement le stade, mais de finir tous les deux complexes. Okay, et ce sera un avantage pour le développement du sport camerounais. Merci. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Cédric Noufélé, un seul gros titre à la une de ce 20h d'aujourd'hui. Un 20h exceptionnel. Vous l'avez dit, ce soir, ce sont des révélations sur ce scandale d'État lié au retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Vous avez évoqué ces nombreux retards observés sur les chantiers et des infrastructures relatives à la CAN. Comment en est-on arrivé là? Le président de la République était-il au courant de cette incapacité du Cameroun d'organiser la CAN dans les délais impartis? Que s'est-il réellement passé lors de la rencontre entre le chef de l'État du Cameroun et le président de la CAF? Rencontre décisive qui a joué sur la sentence prononcée à l'encontre du Cameroun. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous suivrez des membres du gouvernement se mobiliser depuis quelques heures afin de démontrer aux yeux de l'opinion publique qu'ils sont en train de mettre la pression sur les entreprises prestataires afin que les travaux puissent être achevés avant avril 2019. Pendant ce temps, un match important se joue déjà entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun au sujet de la CAN 2021. La Côte d'Ivoire qui a réagi et qui compte bel et bien organiser cette CAN prévue en 2021, au moment où le président de la CAF, lui, compte l'attribuer au Cameroun. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de ce gros titre, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après, en compagnie de nos 4 débatteurs pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera dans le temps du débrief. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie d'Emmanuel Mahop, Mathieu Nathanaël Diok, Maître Emmanuel Pensi et bien évidemment Maître Désiré Tikati. Dites-moi, toutes les charges ont été abandonnées ce matin contre votre consoeur et votre camarade de parti, Michel Doké.
Comment vous sentez? Bon, écoutez, comment je me sens? Je dirais qu'en fait, je n'ai pas été surpris de la posture qui a été adoptée par le ministère public à cette audience. Si ce n'est le fait que c'est l'avocat général auprès de la Cour d'appel qui est venu auprès du tribunal de première instance, tribunal auprès duquel il n'est d'ailleurs pas en service, demander l'arrêt des poursuites au nom du ministre de la Justice. Je pense qu'en fait, la décision qui a été prise, c'est une décision qui aurait dû être prise dès le départ, parce que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut interpeller, déférer devant les juridictions des gens qui marchent sans menacer l'ordre public, à main nue, revendiquent quelque chose de légitime, protestent contre une irrégularité, un hold-up électoral. J'ai toujours du mal à comprendre ça. Et voyez-vous, le Cameroun, c'est l'un des rares pays où on peut encore arrêter les gens parce qu'ils ont marché. On ne dit pas qu'ils ont cassé les biens publics, qu'ils ont porté atteinte à la sécurité des gens. On dit tout simplement qu'ils ont marché sans autorisation. Donc, je pense tout simplement que la véritable question qu'il faut se poser est celle de savoir est-ce que la marche avait une raison légitime. Moi, je dis, est-ce qu'il est normal pour des gens qui revendiquent une victoire qui est certaine, pour le professeur Kamto, de marcher pour dire non à cette façon d'arracher cette victoire-là? Donc, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, les Camerounais doivent comprendre qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de notre politique, c'est-à-dire l'ère selon laquelle nos dirigeants, qui se rendent spécialistes dans la pratique de confisquer le vote des électeurs, que ces gens-là doivent comprendre que désormais cette ère-là est révolue. Donc, ce que le MRC est en train de faire, c'est en fait ce qui se fera désormais chaque fois qu'il y aura une irrégularité, cette façon de s'accaparer de façon aussi illégitime de quelque chose qui revient aux citoyens. Donc, puisque vous m'avez tendu la perche, je voudrais dire que nous sommes encore dans la mouvance de cette dénonciation du hold-up électoral, et que d'ailleurs, il y a un mouvement de ville morte qui a été initié sous l'initiative du professeur Kamto. La première journée, c'était hier, où les villes mortes sont supposées se tiennent tous les jours entre le 1er décembre et le 31, tous les lundis, à partir de 13h. Cela pour amener les autorités qui gouvernent notre pays à s'impliquer davantage pour un règlement pacifique de la crise anglophone. Et qu'à partir entre le 1er et le 15 janvier 2019, si jamais il n'y a rien qui change dans l'attitude gouvernementale, eh bien, le mot d'ordre que nous passons, c'est que les Camerounais, parce qu'en fait, ce que nous demandons, c'est que les Camerounais doivent être solidaires dans cette démarche qui consiste à dénoncer l'attitude d'un gouvernement qui est va-t-en-guerre et qui refuse de privilégier le dialogue qui semble aujourd'hui être la seule piste de résolution de la crise anglophone. Okay. Donc, je disais que entre le 1er janvier et le 15 janvier, les villes mortes sont prévues pour se dérouler chaque lundi à partir de 8h du matin jusqu'à la fin jusqu'à l'après-midi. Merci d'avoir donné là, c'est le plan de résistance, c'est ça, le programme? Non, c'est un plan de résistance. La deuxième partie, c'est ça? Oui, c'est un plan de résistance qui ma question c'était par rapport à Maître Ndoki, votre concert. Oui, c'est une victoire pour vous? Oui, c'est une victoire, c'est la victoire de la vérité, la victoire, le triomphe de la démocratie, de l'état de droit, même si cet état de droit-là n'est pas consacré dans toutes ces dimensions-là. Bon, vous permettez, vous permettez que je vous lise cette sortie de Maître Célestin Kengoum. Il dit: Camerounais, arrêtons de fanfaronner, de fantasmer. L'arrêt des poursuites équivalent à l'abandon des charges contre les partisans du MRC, est un geste d'apaisement du chef de l'État. Ce geste d'apaisement est à saluer et non la résultante d'une quelconque pression populaire. Mais personne, je n'ai jamais dit que c'était la résultante d'une quelconque pression populaire. Moi, non, je ne monopolise pas, j'aurais fini dans 30 secondes. Je vous ai demandé si c'était une victoire pour vous. Oui, j'ai dit c'est la victoire de la vérité. Oui. La victoire de, je dirais, l'état de droit. Et j'aime ajouter que même si cet état de droit-là, on ne peut pas l'appréhender dans toutes ses dimensions. Parce que pour vraiment parler de l'état de droit, il faut aussi avoir des dirigeants qui sont capables de reconnaître qu'ils ont perdu une élection et de laisser celui qui a gagné assumer le pouvoir.
Ok, c'est un geste d'apaisement pour vous, naturellement, Maître Pensi. Je ne serais pas ce que j'appelle, moi, en droit du négationnisme. Ça, c'est les nazis qui l'ont fait à l'époque pour dire qu'il n'y avait pas de faux crématoires, qu'on n'a pas assassiné les gens. Voilà quelqu'un qui a à peine 14% qui dit qu'il a gagné. Et je pense... Non, on ne va pas le faire. Non, c'est ce qu'il est en train de dire, qu'ils ont gagné les élections. Ça, il est en train de faire la politique. Le président de la République prend sur lui de décider qu'on abandonne les poursuites, au lieu d'être content. Parce qu'il dit oui, c'est la victoire de la démocratie. Mais la victoire de la démocratie de qui? Qui est démocrate? C'est pas le peuple qui a demandé à Paul Biya de décider d'abandonner les poursuites. Moi, je dis qu'il y a quand même une erreur au point de vue d'ordre juridique. L'avocat général, qui est un membre de la Cour d'appel, ne peut pas venir prendre des réquisitions au niveau du tribunal de première instance. Ça s'appelle irrégularité de la composition de la juridiction. Et la jurisprudence au niveau de la Cour suprême, c'est la nullité de la décision. Ça, je vous le rappelle. Et le procureur a 2 mois pour faire appel. Non, je vous explique que ça, parce que vous êtes en train de faire du triomphalisme. Vous reconnaissez que la décision, les réquisitions ont été faites par un magistrat qui n'est pas un magistrat du parquet, du tribunal de première d'instance. Et il vient là, ça s'appelle, vous regardez, la jurisprudence uniforme de la Cour suprême, c'est la nullité. C'est la justice du ADPC aussi. Deuxièmement, moi je crois qu'on en a fini avec les élections. Vos petits travaux là, vous voulez faire les gilets jaunes, peut-être que vous allez en acheter. Des gilets jaunes pour pouvoir défiler, vous avez dit, du 1er décembre jusqu'à, le 1er décembre c'est passé, jusqu'au 31, c'est-à-dire tous les commerçants là, camerounais, qui sont en train de faire il a dit tous les lundis. Hein. Non, tous les lundis. Il n'y aura pas de commerce. 13h. Personne dira faire. Le 1er et le 31 décembre. Mais non, ça c'est vous, les tontinards, encore, qui allez perdre. Parce que nous, on va continuer à venir acheter les services. Je vous en prie. Non, c'est la politique. Non. Je dis que. J'évite ces termes-là sur ce plateau. Nous sommes une émission sérieuse. Oui. C'est très sérieux. Je ne veux pas ces termes-là sur ce plateau. C'est une boutade. C'est une boutade, mais qui est très sérieuse. Vous ne pouvez pas décider que les commerçants, le mois de décembre, c'est le mois des commerçants. Vous allez empêcher les gens de vendre parce que vous voulez faire des villes mortes et marchés. Je tiens à vous rassurer, j'avais dit ça déjà la dernière fois. Vous bougez, vous allez avoir des conséquences qui en suivront. On ne vous laissera pas faire. La deuxième chose, lorsque le président de la République... Vous menacez C'est l'état du droit. Je rappelle l'état du droit. Nous ne sommes pas comme en France, où les gens vont casser les Champs-Élysées, les gilets jaunes commencent à brûler. Chez nous, Maître Pensi, j'ai envie de vous dire que vous êtes pratiquement hors sujet. Non. Je voudrais vous dire, vous êtes pratiquement hors sujet. Vous parlez beaucoup, mais vous êtes hors sujet. Je voudrais vous dire que depuis que le MRC a été créé, nous sommes à pratiquement 500 manifestations sur la place publique. Jamais un édifice public n'a été détruit. Jamais quelqu'un n'a été atteint. La question qui vous a été posée, est-ce que vous êtes un geste de magnanimité? Mais ça, vous faites que c'est un geste de magnanimité la mèche de la chapelle, il faut dire, excusez-moi, voilà, il faut dire que c'est pas la magnanimité, c'est la loi. C'est à tort qu'on les a poursuivis, c'est la loi, c'est à tort qu'ils ont été poursuivis. Parce que moi, en tant que démocrate, j'ai du mal à comprendre qu'on poursuive des gens. Je suis en train de vous expliquer que marcher. Il faut vous réjouir. Et ce n'est pas la première fois. On n'a pas besoin de ça. Excusez-moi, c'est pas la première fois que le chef d'État l'a fait. Le chef d'État l'a fait également à l'égard d'un certain nombre de personnes. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une commission qui a été composée, avec Fayao Francis, parce qu'il y a un problème de il faut la descriptisation du Cameroun. Si on arrive à faire en sorte que tout se marche bien, parce que nous sommes tous des Camerounais et des frères, pour mieux vivre ensemble, il faut l'accepter. Mais si vous voulez, la meilleure façon de décrisper l'atmosphère au Cameroun et de favoriser le vivre ensemble, c'est déjà de respecter la volonté de la majorité des Camerounais. La majorité du Cameroun vous a donné perdant avec 14,25%, et le président Biya a gagné. Merci. Et fort de ce qu'il a gagné, et comme il est quelqu'un qui est très bon, il accepte de ne pas poursuivre la pauvre Maître Ndoki et de la laisser libre. Merci. On vous a écouté. On va parler maintenant de foot. C'est ça qui vous a amené ici ce soir. Paul Biya était au courant du retrait de l'organisation de la CAN. Samuel Eto'o aussi a joué le jeu jusqu'au fond. Je ne partage pas cette assertion. Je ne partage pas cette assertion. C'est vrai que le président de la République a reçu en audience à Madamad. Il était accompagné de Samuel Eto'o, mais de toutes mes enquêtes et toutes mes analyses, je comprends que c'était tout simplement un acte politique. On était à la veille de la présidentielle. C'est vrai que au sortir de cette audience,
ils en ont profité pour parler de la CAN. Il n'était jamais question pour Ahmad Ahmad d'avoir dit au président de la République que le Cameroun n'organiserait pas la CAN. Si c'était le cas, ça se serait su. Et le président de la République... On parle d'une rencontre... Non. À huis clos, hein. C'est vrai qu'ils ont échangé. Comment vous le savez? C'est vrai qu'ils ont échangé. Le chef de l'État a montré sa détermination, son engagement à vouloir organiser cette CAN en 2019. Il a repris l'engagement, il a montré toute sa volonté, tout ce qu'il a engagé comme moyen financier. Il est prêt. Et il a montré à Ahmad Ahmad les conséquences sur le plan économique et social. Maintenant, Ahmad Ahmad a simplement n'a pas dit que non, mais lui a dit que des enquêtes, des descentes des commissions, les travaux n'étaient pas avancés. Maintenant, si avant que le comité exécutif ne siège, il va. Parce qu'il faut dire que ça arrivait avant la tenue de Sharm el-Sheikh. Et tous les Camerounais avaient peur que ça Sharm el-Sheikh, que ça va se décider. Et donc Ahmad donnait des assurances au chef de l'État que ce serait plutôt à Accra. Donc le Cameroun avait encore du temps. Ça avait un rapport avec la présidentielle du 7 octobre? Mais oui, voyez-vous, quand un président de la République a pris l'engagement de dire le jour dit, je m'engage, vous avez entendu Maître Pensidi, ça ressemble à un parjure de faire dédire le chef de l'État. C'est sur le plan international, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la politique. Ça décrédibilise le chef de l'État. On sait que le chef de l'État, bien, on peut tout dire de lui, mais sur le plan diplomatique, on sait qu'il est très fort. Il a emmagasiné beaucoup de victoires. Et là, il vient de perdre une grande victoire diplomatique. Et là, il prend ça comme un camouflet. Et si le président de la République était déjà au courant de cette décision, Ahmad n'aurait pas envoyé ces lettres qu'il a envoyées le même soir au chef de l'État. Si quelqu'un est déjà au courant, tu n'envoies pas ces lettres. Et puis, si vous suivez bien, si je veux croire à certains Messenga Nyamding, que et même le vice-président de la CAF l'a dit en subliminance que Ahmad voulait venir encore rencontrer le président de la République pour lui donner des garanties de 2021. Au cabinet civil, ils ont refusé qu'il soit reçu au Cameroun. Parce que c'est pour dire qu'ils sont suffisamment choqués. Fâché. Et quelqu'un ne peut pas être fâché alors qu'il était au courant. S'il était au courant, il ne serait pas fâché. Donc, il faut qu'on laisse... Mais vous dites le cabinet civil, c'est pas le chef de l'État. Mais vous savez bien qu'avant que ça n'arrive chez le chef de l'État, on est d'accord. Le cabinet civil. Oui, on est d'accord. Si le président... Mais vous êtes sûr qu'il n'est pas au courant de ce que Ahmad Ahmad veut venir le rencontrer? Il est au courant. Il est au courant. Mais si le Cameroun, vous savez qu'on motive les décisions, oui. On propose au président les décisions, on regarde les conséquences politiques. Vous ne saviez pas que l'arrivée même d'Ahmad Ahmad ici pouvait susciter qu'il reçoive des jets de pommes et de tomates. Parce que les Camerounais sont suffisamment outrés de cette décision. Donc, il faut éviter ce genre d'image qui va encore détériorer nos rapports avec la CAF et la FIFA qui ne sont pas bons. On allait lui lancer les œufs pourris. Voilà. Emmanuel, le président n'est pas au courant? Vous? Je serais sensiblement d'accord avec Nathanaël, parce qu'en réalité, moi, je suis un peu amoureux de la nature et les images me parlent. Voyez-vous, les échanges de présents au Palais de l'Unité, comment je veux dire... Les fanions de la CAF. De la CAF, etc. Mais on a vu le président de la République, la façon dont il récupérait ses présents. Il avait un sourire, il avait un large sourire. Ça, c'est certain. Et même Samuel Eto'o, voyez-vous la poignée de main au Palais de l'Unité, avant l'interview au perron de ce même Palais de l'Unité, on comprend qu'en l'état, à ce moment-là, je n'y étais pas, évidemment, vous poserez certainement la question au président un jour, vous qui êtes un journaliste assez balèze, mais je pense qu'en l'état, s'il n'était pas question qu'il soit au courant du retrait de la CAN, je ne pense pas, évidemment, que des choses se sont dites, il y a eu un huis clos, je pense plutôt que ils ont fait mention aussi, comme ça se dit, du volet rachat du centre de Bankomo, que la CAF voulait vendre, donc ça s'est dit, mais volet retrait, non. En revanche, on a tous suivi la finale de la Coupe du Cameroun dimanche dernier, et quand on regarde l'attitude du chef de l'État, c'est pas une attitude de quelqu'un qui est joyeux. Évidemment, il sait qu'il doit rencontrer son peuple, entre guillemets, regroupé dans ce stade de Fadona, et ceux-là qui représentent les pays étrangers au Cameroun, il se doit de faire semblant, évidemment, ça fait partie des attitudes des politiciens. Mais on ne sent pas cette joie-là. En revanche, je pense plutôt qu'il a été au courant quand Samuel Eto'o est venu pendant la prestation de
serment. C'est très important. Parce que Samuel même, on l'a vu, ne dégageait pas cette sérénité. Ça veut dire qu'il était certainement porteur de message. C'est sûr que Ahmad lui a dit, ok, c'est toi qui m'as amené là-bas, ben voilà, ben rentre là-bas, dis-lui ceci, dis-lui cela. Et par la suite, je vais écrire une lettre pour le rassurer. Et je pense que Nathanaël, là-dessus, je suis à fond la caisse avec lui. Ce jour au Palais de l'Unité, il n'était pas au courant. Parce que s'il avait été au courant, à mon avis, ça n'aurait pas été ça. On ne l'aurait même pas reçu. On peut pas le recevoir. Alors que j'en aurais terminé, c'est quand tout le monde le sait. Vous, journalistes d'investigation, Mathieu, Nathanaël, moi et tout le monde ici présent, savons pertinemment, avec pertinence, je préfère m'exprimer ainsi, que cette canne, c'était une sorte de bébé du président Paul Biya, parce qu'il voulait la donner au peuple camerounais. Il voulait rendre au peuple camerounais ce que le football lui a donné. Mais malheureusement, en l'état, il risque d'en être rien. Parce que je ne suis pas encore sûr que cette canne pourrait nous échapper. C'est vrai, moi je suis chauvin. Le mot chauvin n'existe pas. Ah, vous y croyez encore? Oui, je suis chauvin un peu. Je suis chauvin. Vous avez suivi la rencontre avec le ministre Mbouenchou tout à l'heure et les différentes dates qui étaient données. Mais vous pensez que... On parle de février, mars, avril. Vous pensez que justement les rencontres se font en off, j'en parle avec Metikati, ça bosse le Cameroun davantage à être prêt. Le jour dit, mais maintenant... Ce chantier va continuer. Sur le plan... Absolument. On ne peut pas ne pas continuer. Sinon, ça va donner l'impression que cette CAN était une organisation à caractère politique. Mais c'est d'abord du sportif. Donc il faut finir les infrastructures. Et évidemment, espérer, j'aimerais terminer, c'est très important, que la diplomatie sportive se mette en branle pour espérer, et j'en aurais terminé, le retrait de cette CAN, que les téléspectateurs le comprennent. C'est pas du fait, évidemment, qu'on n'est pas prêt, mais c'est les entités externes, les pays occidentaux qui ont motivé le retrait de la CAN. C'est pour cela que je défendrai toujours les autorités camerounaises, mais tout en ne balayant pas du revers de ma main le fait qu'elles ont traîné, elles n'ont pas fait le devoir qu'il fallait. Maître Sikati, sur cette histoire, le président était au courant, il n'était pas au courant? Mais moi, j'ai envie de dire que M. Biya, quand je regarde sa gouvernance, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été au courant de rien. Parce que voyez-vous, un président de la République qui est élu en 2011, entre 2011 et 2018 pour la dernière élection présidentielle, qui tient à peine 4 conseils de ministres, ça veut tout simplement dire que c'est un président qui, à défaut de refuser de travailler, est sur le plan physique incapable de travailler. Monsieur Biya, quand je regarde sa gouvernance, et quand je fais également un rapprochement par rapport au football, j'ai l'impression, parce que si vous regardez bien les différents gouvernements de M. Biya, il a très souvent décrié l'inertie de l'action gouvernementale et en même temps, il garde toujours ces ministres dont il décrit l'inertie. Donc, quand je le regarde, j'ai l'impression d'être en face d'un entraîneur de football qui aligne toujours les mauvais joueurs qui perdent, mais lors des prochaines rencontres, il reconduit toujours les mauvais joueurs. Et à la fin, on veut nous faire croire que Biya, il est très bon, c'est son entourage qui est mauvais. Un entraîneur qui n'aligne que les mauvais joueurs tous les jours est un mauvais entraîneur. Donc, si je fais le rapport par rapport le rapprochement à M. Biya, c'est que Biya, lui aussi, il est un mauvais président. Et je dirais pour terminer que, en réalité, M. Ahmad a accepté de jouer un jeu dans le cadre d'une campagne électorale. Mais ce que M. Biya et son équipe avaient oublié, c'est que Ahmad restait dans l'éthique du respect des engagements du Cameroun vis-à-vis de la FIFA. Une fois que la partition de la campagne électorale est terminée, mais Ahmad sait très bien qu'il va, lui et son comité exécutif, encore qu'il ne décide pas seul. Parce que beaucoup de Camerounais parlent d'Ahmad comme c'est lui qui a attribué à retirer la CAN. J'ai dit tout à l'heure que le comité exécutif a 22 membres. Parmi les 22 membres, vous avez à peine 4 qui viennent de l'Afrique du Nord. Et lorsque la CAN est retirée au Cameroun, les 4 membres du comité exécutif qui sont de l'Afrique du Nord étaient là. Donc on a pratiquement 16 qui sont des pays négro-africains qui ont décidé de retirer aussi la CAN au Cameroun. Donc, arrêtons de nous comporter comme si, en fait, il y avait une véritable victime expiatoire qui est M. Biya, qui est l'homme le plus bon du Cameroun et dont l'entourage serait mauvais. Ça aurait été dans un autre pays que tous les membres de ce gouvernement-là, que le gouvernement aurait déjà été viré, totalement viré. Mais quand je regarde ces gens, moi j'ai la conviction que c'est des gens qui n'aiment pas leur pays. Quand vous arrivez, moi quand j'arrive dans des pays étrangers qui sont bien construits, moi j'ai envie que ce soit mon pays, que mon pays soit comme ça. J'ai du mal à concevoir des autorités administratives qui passent leur temps à voler leur pays, à amasser des milliards, à faire des contrats de gré à gré là où ils auraient pu construire des infrastructures sur le long terme, tout simplement parce qu'ils veulent s'engraisser. Est-ce que ça ne devrait pas être bon pour un homme d'État, pour un fonctionnaire ou fonctionnaire, de voir que son pays a des belles routes, a des beaux hôpitaux, que son pays également, qu'on ne roule pas? Parce que quand on parle de la... Regarde, Douala, c'est la seule ville au monde où tout le monde roule à contresens.
C'est la seule. L'autre jour, je pense c'était vendredi, il y a ma voisine elle a fait l'objet d'une agression. Elle a appelé la police, on lui a demandé si les bandits sont armés. C'est le seul pays au monde où les policiers, pour intervenir, veulent s'assurer que les bandits vont leur donner du lait quand ils vont arriver sur le terrain. Ça, je ne sais pas comment on peut fonctionner comme ça. La CAF est au courant de tout ça et on ne peut pas faire une CAN dans ces conditions. Voilà, je confirme, c'est une information Equinox. Le président Ahmad Ahmad a effectivement rencontré le président de la République le 2 octobre et il lui a dit que le Cameroun n'était pas prêt. C'est une information Equinox. Oui, mais ça me semble... Excusez-moi, ça me semble pas très juste pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement que les personnes qui prenaient la décision, c'est le comité exécutif qui s'est tenu le 30 novembre. Or, au mois d'octobre, le président ne pouvait pas être au courant. La deuxième raison qui est forte, c'est que juste après cette réunion... Mais la décision était connue depuis. Non, après cette réunion, il y a... Depuis Charles Benchek, la décision était connue. Je n'ai pas terminé. Il y a ce qu'on appelle un emprunt obligataire de 150 milliards après le 2 octobre, où on demande 150 milliards pour faire les travaux. Mais on ne peut pas être fou. On trouve 200 milliards, on dit on a trouvé 200 milliards pour faire les travaux. C'est la démonstration par A plus B que le président n'était pas au courant. Donc cette thèse, le budget 2019 est consacré à la Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, à mon avis, il me semble qu'il y a une faute par rapport à la réunion du Premier ministre qui se tient. Il va parler de la nourriture qu'on va manger, alors qu'il faut faire une loi de finances rectificative par rapport au nouveau calendrier. Soit ça se fait par l'ordonnance du président, mais je préfère, comme le veut le FMI, une loi de finances rectificative compte tenu de la nouvelle donne par rapport au budget, parce que nous aurons la CAN en 2021. Donc, moi, tout ça, personne n'était là pour savoir ce qui s'est passé au niveau du chef d'État. Peut-être qu'un bonbon Bengan qui est mage a lu dans ma chaîne, ou bien vous n'allez pas dire ça. C'est une boutade pour expliquer tout simplement que ça ne me semble pas très sérieux. Mais tout ce que je voudrais dire au-delà, c'est que il faudrait savoir que c'est une affaire qui est très grave. Nous sommes tous ici unanimes à dire que, passé tout ça, il faudrait que les rangs gauche sur l'argent qui a été détourné et volé. Non, il va y avoir sa cicatrice. Je vous assure que le système, si le président Biya est furieux, est fâché et qu'il a demandé, il ne peut pas accepter que les collaborateurs le trompent jusqu'à ce niveau et qu'ils continuent à faire des gré à gré pour ponctionner et voler l'argent des Camerounais en ayant des entreprises qui travaillent pour eux-mêmes. Ça, monsieur, ça va se savoir. Ok, merci, cher monsieur, d'être venu. Merci. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir de mardi. Nous avons donc nous sommes arrivés au terme, cher monsieur, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation, Maître Pincy, Maître Sikati. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Libamba, dans l'Ouest Macaque. Nous sommes dans le Nyon Ekele.